Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. Les candidats issus de la mouvance présidentielle seront officiellement dévoilés le 12 octobre 2025. Cette date marque un tournant car elle permettra aux électeurs béninois de découvrir les personnalités appelées à porter les couleurs de la majorité au cours des prochaines échéances électorales, notamment la présidentielle prévue en avril 2026, a déclaré le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandre Roubedi le vendredi 20 juin 2025 lors d'un point de presse. Le bloc républicain s'enracine davantage dans la ville de Parakou grâce au dynamisme du ministre le conseiller Rachidi Gbadamassi, membre fondateur du parti. Les populations de Titirou, Okedama et Kouroubourou réaffirment leur attachement au parti du cheval blanc Cabri. C'était à l'occasion d'une séance de remobilisation organisée ce samedi 21 juin 2025, soit une semaine après la collecte des doléances de ces populations, doléances qui semblent désormais trouver des débuts de solutions avec le soutien du ministre de l'Énergie et de l'Eau, Paulin Apollon. Le BR peut désormais compter sur un ancrage solide dans la ville de Parakou. Le point avec Anselme Richard et Modeste Adonzete. Le ministre conseiller chargé de la Défense, de la Sécurité et de la Décentralisation, accompagné du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, ainsi que d'une forte délégation des cadres du bloc républicain, était ce samedi 21 juin 2025 au contact des populations de Titirou et de Kedama, deux quartiers situés dans le premier arrondissement de Parakou. À cette occasion, les populations très enthousiastes n'ont pas manqué de leur soumettre quelques doléances. Nous saluons les efforts au niveau national pour garantir la paix et la stabilité. Mais nous souhaitons également porter à votre attention certains défis sécuritaires. Nos populations sont très souvent victimes des cas de braquage et surtout dans les zones non électrifiées. Le pont principal reliant le quartier Titirou à Okedama, communément appelé pont Rachidi Gbadamassi, car c'est vous qui l'avez réalisé au moment où vous étiez le maire tout puissant de la ville de Parakou. Vu l'état dégradant de cette voie, ce pont a finalement cédé. Nous, femmes de Titirou et Okedama, nous implorons la main de tous les ministres et les autorités de nous aider à avoir de l'eau, de l'énergie, les voies et le marché comme les autres communes l'ont eu. Au-delà des promesses, les autorités ont pris des engagements fermes pour apporter des solutions concrètes dans un bref délai. Je viens d'honorer mes engagements. J'ai promis à amener le ministre. Et le ministre va vous parler en tant que expert. Parce que moi, en tant que ministre, conseiller, je suis dans la stratégie. Et mon rôle, c'est de venir faire le constat et de remonter l'information. Le cri de cœur de nos populations pour avoir de l'eau et de l'électricité est entendu. Vous me connaissez. Monsieur le ministre conseiller, je ne promets jamais ce que je ne peux pas réaliser. Je voudrais publiquement mettre à votre disposition, à votre entière disposition, le directeur départemental de l'énergie, de l'eau et des mines du Borgo, qui, pendant la semaine prochaine, tout au long de la semaine, descendra ici sur le terrain, sous votre conduite ou de l'équipe que vous voudrez bien mettre à disposition, et accompagner plutôt des directeurs régionaux en charge de l'eau et de l'électricité pour étudier, constater, remarquer, diagnostiquer et nous donner des solutions rapides pour régler le problème de la population de Titirou et Okedama
en énergie électrique et en eau. Les mêmes promesses ont été faites aux populations de Koroboru qui ont également reçu la visite des autorités après celle de Titiro et de Kedama. Tout en réaffirmant leur soutien aux actions du gouvernement, les populations de Koroboru n'ont pas manqué de saluer la générosité du ministre conseiller Rachidi Gbadamassi qui a fait parler son cœur en procédant à la réhabilitation de l'école primaire publique de la localité décoiffée par un vent violent. La dernière fois, quand le ministre est passé, il a constaté que notre école était décoiffée par le vent. Il a promis réparer. Les gens ont commencé par dire, mais non, est-ce que ce n'est pas des promesses politiques? Mais dans la même semaine, les gens sont surpris de voir ce changement-là. Vraiment, c'est une joie. Et là, ça nous a encore donné plus de confiance. Ce n'est plus des paroles politiques. C'est des réalités. C'est le lieu de remercier le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi qui nous a sauvés. Il nous a vraiment sauvés pour cette école. Merci à lui. Pour la poursuite de la dynamique de développement engagée depuis 2016, les ministres ont invité les différentes populations à monter sur le cheval blanc cabré pour une meilleure destination. Le blanc républicain veut être le parrain de Titirou. Nous voulons avoir un contrat de développement. Non seulement Titirou, tous les quartiers de Parakou, je pense en ce moment au Kedama, Titirou, Alaga, Perougera, Gano, Koroboru, tous les quartiers de Parakou. Je vous propose un contrat de développement basé sur la confiance mutuelle entre le blanc républicain et les populations de Parakou. Nous avons perdu 10 ans. Nous avons perdu 10 ans sans boussole, sans vision, sans méthode, encore moins la rigueur. Mais depuis 2016, le Bénin a pris son chemin irréversible du développement. Une communauté tout entière ne saurait tourner dos à cette dynamique. Je pense à la communauté Nango. Je voudrais vous inviter à une prise de conscience collective pour que nous sortions cette communauté de sa léthargie dans laquelle on nous a plongé de 2006 à 2016. C'est terminé. Nous devrions participer désormais à cette dynamique qui, pour moi, ne peut s'arrêter en 2026. À cette même occasion, le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi a attiré l'attention des populations sur les vendeurs d'illusions. Nous ne sommes pas là pour dire, pour amuser la galerie, en demandant les salaires du président de la République, en demandant les salaires des députés. C'est parce qu'ils sont en chômage politique. Ils sont à court d'arguments politiques. Ils ont désacralisé la fonction parlementaire. C'est de l'inculture parlementaire. Au moins, le peuple béninois a besoin d'un route. C'est à ce moment que certains députés amusent la galerie en posant des questions inutiles, des questions qui n'ont rien à voir avec l'intérêt national. Le contrat social et de développement est donc désormais signé entre les populations de ces différents quartiers de Parakou et le bloc républicain grâce au dynamisme du ministre conseiller chargé de la défense, de la sécurité et de la décentralisation. Ce bulletin d'information se poursuit, mesdames et messieurs. Des agents municipaux impliqués dans une affaire de détournement de fonds à la mairie de Parakou ont été présentés au procureur de la République. La procédure judiciaire fait suite à un audit interne commandité par le secrétaire exécutif de la mairie, Hyacinthe Elegbede. Ce dernier a immédiatement suspendu les agents mis en cause et transmet le dossier aux autorités compétentes. D'une information à autre, l'année scolaire 2024-2025 tire à son terme et dans l'instruction des enfants, le rôle des parents ne se limite pas à leur inscription à l'école. Le suivi régulier, notamment à travers le retrait des bulletins scolaires, est essentiel. Ce document, véritable visa attestant le passage
de l'élève en classe supérieure et dressant le bilan annuel de son parcours reste souvent en attente au secrétariat des établissements publics comme privés. Par négligence ou manque d'information, certains parents tardent à retirer ce bulletin pourtant indispensable. Rencontrés au suivi de l'employé, certains parents d'élèves ont souligné l'importance de ce document et expliquent pourquoi il leur revient personnellement de le récupérer. Au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas avoir confiance aux enfants. Donc les bulletins ne sont même pas remis aux enfants normalement et c'est les parents qui doivent aussi venir chercher. Surtout pour la question de confiance aux enfants. Les enfants ne sont plus conscients. Ils te disent qu'ils ont telle moyenne alors que tu viens prendre les bulletins, c'est pour voir autre moyenne. Certains parents ignorent le retrait des bulletins, sauf c'est quand ils ont besoin des bulletins pour faire les démarches, les transferts et autres, là c'est en ce moment qu'ils viennent. Sinon là maintenant il y a beaucoup de bulletins pour les années antérieures. Mais chaque année, moi je viens toujours chercher mes bulletins, les bulletins de mes enfants. Tout le monde n'a pas le même niveau aussi. Tout le monde ne peut pas aussi évaluer les choses de la même manière. Donc c'est pour ça qu'il y a certains parents qui ignorent les bulletins alors que les bulletins c'est le résultat de l'enfant d'une année. En tant qu'un bon parent d'élève, vous avez l'obligation de venir retirer très tôt les bulletins afin de savoir comment encadrer l'enfant pendant les vacances et l'année scolaire à venir. Vous ne pouvez pas seulement vous fier aux dits de vos enfants parce que souvent les enfants mentent à la maison. Donc il faut venir chaque fois vérifier de visu est-ce que l'enfant, ce qu'il m'a rapporté, est-ce que c'est vrai ou pas. En était actualité à Bangui, la capitale de la Centrafrique. L'atmosphère est agitée par des rumeurs persistantes concernant la santé du président Faustin-Archange Touadéra. Les détails avec Fauzia Sifo. Depuis le 21 juin, des informations circulent affirmant que le président aurait été transféré en urgence à Bruxelles suite à une dégradation subite de sa santé. Pour clarifier la situation, le gouvernement centrafricain est intervenu le 23 juin. Selon les autorités, le voyage du président n'était pas une évacuation imprévue. Au contraire, il s'agissait d'un déplacement programmé et le président aurait profité de l'occasion pour effectuer un contrôle médical. Malgré cette déclaration officielle, le scepticisme demeure. Africa Intelligence mentionne un transfert en jet médicalisé, ce qui nourrit les doutes. Cette situation suscite un débat sur le système de santé national. L'opposant Martin Ziguélé appelle à plus de transparence sur la santé du président Touadéra, soulignant l'enjeu national de ces informations. Pendant que l'incertitude plane, le sujet reste brûlant dans les discussions à Bangui. Destination le Kenya à présent. 3 policiers et 3 civils sont visés par des poursuites pour meurtre dans le cadre de l'enquête sur le décès d'Albert Ojwang, un blogueur kenyan de 31 ans décédé en détention plus tôt ce mois-ci. Cette affaire a provoqué une vague d'indignation dans le pays, entraînant des manifestations réprimées avec violence par des forces de l'ordre. Albert Ojwang avait été arrêté après avoir publié sur les réseaux sociaux des accusations de corruption visant le numéro 2 de la police kenyane. Selon ses proches, il a été également transféré à Nairobi, à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile, avant de mourir dans des circonstances suspectes alors qu'il se trouvait en garde à vue. Les autorités policières avaient d'abord évoqué un suicide. Toutefois, plusieurs examens médicaux légaux ont révélé des signes de violence, contredisant la version initiale et alimentant les soupçons d'un passage à tabac en cellule. Et pour terminer, rendons-nous aux États-Unis. Malgré l'annonce dans la nuit par Donald Trump de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, les tensions ne faiblissent pas entre les deux pays. Quelques heures après cette annonce, l'armée israélienne affirme avoir détecté un tir de missile iranien en direction du nord du pays. Donald Trump a annoncé dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 juin un accord pour un cessez-le-feu entre Israël et Iran. Celui-ci a pris effet mardi matin, selon la télévision iranienne, et devrait être suivi de la fin de la guerre, assure le président américain Donald Trump. Israël a également confirmé l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, mais promet de réagir avec force à toute violation. En réponse aux frappes menées par Washington contre les sites nucléaires iraniens, l'Iran avait lancé lundi 23 juin une importante opération baptisée Annonce de la victoire contre les bases américaines au Qatar
et en Irak. Le Pentagone a affirmé avoir dévasté le programme nucléaire iranien après ses frappes sur Fordo et les installations nucléaires d'Ispahan et de Nantes. Mais le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique a jugé ce lundi lors d'une réunion à Vienne impossible à ce stade d'évaluer l'étendue des dégâts. C'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs.